Le terme est très galvaudé, hein, c'est très utilisé à plein de choses. En fait, l'agilité, c'est avant tout un parapluie de méthodes et de techniques qui sont déjà existantes. Le terme agilité a apparu en fait en 2001, quand que les experts se sont regroupés, des experts qui étaient de différents domaines d'expertise, qui étaient des promoteurs des lightweight methodologies. Donc, des trucs comme XP, Scrum, MDD, Lean, Crystal, Kanban, c'était des choses qui existaient ou qui étaient en émergence. Et puis, bon, les leaders se sont rencontrés et puis ont créé ce qu'ils appellent le Agile Manifesto. Donc, le terme agile a été collé pour la première fois à ces techniques-là qui existaient déjà. Moi, avant Agile, avant 2001, en 2000, j'avais fait des projets, mais ça ne s'appelait pas Agile, c'était XP, Extreme Programming. Et puis, ça appliquait toutes les mêmes techniques qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, ça ne s'appelait pas encore Agile. C'était vraiment XP. Maintenant, Agile sert vraiment, comme je disais, comme parapluie à tout ça. Donc, Agile, c'est pas une méthode, c'est pas une technique. On va parler des méthodes agiles. Donc, il y a des méthodes qui sont sous le parapluie d'Agile. Le manifeste agile, c'est avant tout des valeurs. Ça, c'est la partie qui est intéressante, qui est importante de bien comprendre. C'est 4 valeurs primordiales. Souvent, les entreprises vont se dire agile, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer des techniques. Oh, on fait des stand-up le matin, donc on est agile. En fait, ça ne veut rien dire. L'agilité, c'est avant tout dans la tête, c'est la façon de travailler. Donc, on parle d'individu, interaction avant processus et outils. Donc, on est des êtres humains, parlons-nous avant de travailler avec des outils. Donc, contact humain. Working software over comprehensive documentation. Ce qu'on veut faire, c'est du logiciel qui fonctionne le plus rapidement possible, plutôt que de faire plein de composantes ou de documentation, plein de trucs qu'en bout de ligne, si le projet n'avance pas ou le projet doit arrêter, que ça ne serve à rien. Donc, le but, c'est vraiment de créer du logiciel fonctionnel. Ajouter le client dans le processus. Souvent, les projets échouent parce que le client, on n'a pas considéré ses besoins, on n'a pas compris ce qu'il voulait vraiment faire. Donc, dans une équipe Scrum, dans une équipe agile, on va se trouver à avoir le plus possible la représentation du client et on va répondre avant tout aux besoins du client. Donc, c'est vraiment un aspect super important. Et puis, il y a tout l'aspect changement aussi dans l'agilité. Donc, le changement fait partie du cœur de tout ça. Comme on fait des itérations qui sont courtes, je vais rentrer dans tous ces détails-là après, là. Mais comme on fait des itérations courtes, à chaque fois, on veut s'adapter, on veut du feedback, on veut s'améliorer. Donc, le changement est en permanence. On ne suit pas un plan tout le long, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a changé sur le marché, ça demande des scope change, puis des change requests, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut, c'est que le changement fasse partie intégrante et naturelle du processus pour qu'on puisse livrer justement le plus de valeur possible à nos clients. Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus, mais en gros, c'est qu'il y a, comme je disais, 4 valeurs et puis 12 principes. Donc, ça, c'est vraiment le fondement de l'agilité, c'est le manifeste agile. Donc, on parle encore une fois de satisfaire les besoins du client, regarder les changing requirements, deliver working software, souvent. On travaille ensemble daily, donc à chaque journée, on travaille avec des individus motivés. Le face-to-face, c'est la communication la plus efficace dans le process. Il faut garder un rythme soutenable parce que souvent on dit on va faire ça plus vite, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Ouais, mais ça veut dire quoi aller plus vite? En bout de ligne, il ne faut pas que l'équipe ait la langue à terre. Donc c'est important de garder un rythme soutenable. Il faut porter attention à l'excellence technique. On ne veut pas développer de la crappe ou n'importe quoi. En réalité, on fait des features, on livre les features idéalement avec le moins de problèmes et de bugs possibles. Donc, il y a un processus de qualité qui est important, qui est beaucoup drivé avec la technique XP, Extreme Programming. Les équipes sont auto-organisées et puis, en fait, on réfléchit de façon régulière et le plus souvent possible à s'améliorer et à trouver qu'est-ce qui marche pas dans nos processus pour être meilleur tout le temps. Donc ça, c'est les bases de l'agilité, c'est le fondement du manifeste agile. Il n'y a rien par rapport à
comment coder, comment s'organiser, c'est beaucoup des valeurs, des principes. Et puis, c'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est souvent ça qui manque dans les organisations. Donc, c'est un peu le modèle de l'iceberg, justement, où ce qui est vu, ce qui est connu, on fait des stand-up meetings le matin. Ouais, OK. C'est en haut ici. C'est ce qui est visible. C'est juste quelques petites techniques par-ci par-là, mais la partie, c'est la culture, en fait. L'agilité, c'est beaucoup la culture d'entreprise, c'est ça qui est difficile à changer. Et puis, quand on fait des virages agiles, souvent, c'est la culture qui ne va pas suivre, ce qui fait qu'il y a un déphasage par rapport à ce qui se passe vraiment en dessous ou ce qui doit se passer en dessous versus ce qui est visible au top, en haut. Donc, l'agilité, c'est, comme je disais, c'est un parapluie, c'est des valeurs. Donc, une bonne organisation pour faire de l'agilité efficacement va considérer les valeurs agiles avant tout. Va implémenter Scrum comme framework de management. Donc, c'est beaucoup l'organisation des activités en Scrum. Et puis XP, qui est Extreme Programming, qui est l'ingénierie logicielle. Donc, quand on manque un de ces trois aspects-là, ce qui arrive, c'est que ça peut causer des projets qui vont échouer, en fait, ou des projets décevants. Soit que la qualité ne sera pas là, ou qu'on a développé n'importe quoi, qu'on n'était pas synchronisé avec le client, ou que carrément, sans les valeurs agiles, on a travaillé en mode traditionnel waterfall, maquillé avec l'agilité, ce qui n'est pas dans ce qui génère pas nécessairement des bons produits habituellement. Donc, l'agilité, en fait, c'est un bouleversement complet et total de comment les projets sont faits, comme je disais. En mode traditionnel, tout le monde connaît le principe du triple constraint, donc la pyramide des contraintes. On parle toujours de ressources, temps, fonctionnalité. Donc ça, c'est guidé par le plan, c'est plan-driven. Donc, qu'est-ce qui est fixé? C'est les fonctionnalités. On écrit un cahier de charge, on écrit des requirements, et puis après ça, pouf, le temps et les ressources découlent de ça, et puis c'est fixé dans le béton. Vous devez respecter ça. En agilité, on dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On flippe la pyramide de bord. Puis on dit en agile, on va fixer les ressources et le temps. Donc, on dit, mon équipe, c'est 4 développeurs, par exemple, et on va faire des itérations de 2 semaines, ou 3 semaines, ou peu importe comment l'équipe définit de faire ces itérations. Donc, on fixe les ressources et le temps, et puis après ça, on va dire, on va driver tout ça à partir de la valeur. On va regarder les fonctionnalités, on va prioriser les fonctionnalités, puis on va livrer à la business en 2 semaines ce qui apporte le plus de valeur. Ce qui est dans le bas, si on n'a pas le temps de le faire, ben parce que c'était moins important. Donc peut-être que ça avait moins de valeur, mais on va s'être concentré sur ce qui apportait le plus de valeur. Donc c'est un changement dramatique sur la façon d'approcher les choses, la façon d'organiser les projets. Puis souvent, c'est un clash aussi avec le management traditionnel qui est j'ai un cahier de charge, je veux tout ce qu'il y a dedans. Fait que là, il y a vraiment une partie éducation qui est à faire à propos de ça. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, moi ça fait plaisir, donc allez-y. Ouais, vas-y. Une question. C'est dans ce modèle où on fixe les ressources tout le temps. C'est bien pour le client parce qu'il sait exactement combien ça va lui coûter. C'est ça. Tout ça. Mais c'est pas exactement ce qu'il va avoir. C'est quoi le feature set? C'est pas un peu. Est-ce que ça ne cause pas un peu comme d'angoisse ou d'incertitude pour le client parce qu'il va pas savoir si. Dans le fond, il n'est pas assuré d'avoir ce feature set final-là. En fait, ce qu'on dit au client, c'est on va s'assurer de Fuck développer. Ça, c'est ce que Fred dit. Non, mais ce qu'on va dire au client, c'est on va s'assurer de toujours travailler sur ta plus grande priorité, sur la fonctionnalité qui apporte le plus de valeur à ton organisation. Donc, je ne te garantirai pas que tu vas tout avoir, mais je te garantis que tu vas avoir ce qui va avoir le plus d'impact pour toi. Maintenant, c'est à toi de prioriser l'ordre dans lequel tu veux que je fasse les choses. Et puis après ça, si tu as un contenant, parce qu'on va quand même faire de la planification en agile, hein, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Et puis, il y a quand même un contenant de fonctionnalité souvent que le client va vouloir avoir. Et puis, on va, avec la maturité, définir combien on parle de temps ici qui est fixe, on fait des itérations de 2-3 semaines, on est capable de prévoir que ça va prendre, mettons, 4, 5, 6 itérations pour compléter son carnet de produits. Donc, dans ce cas-là, il va tout avoir, le client, puis il va l'avoir sur 4-5 itérations. Puis ça, ce fixage de ressources tout le temps, c'est utilisé pour faire l'estimation du projet.
du coût et de l'effort du projet? Il n'y aura pas d'estimation. En fait, le coût et l'effort est fixe. Okay. Maintenant, Okay. c'est juste de définir combien ça va te prendre de sprint. Puis ça, ben, à chaque sprint, le client a l'opportunité de réévaluer ce qu'il veut vraiment avoir. Ok, mais pour le client, c'est pas un peu gossant de se faire dire, combien. Souvent, le client, ce qu'il va dire, c'est combien ça coûte. Mais là, on ne peut pas dire combien ça coûte, on dit combien tu veux le donner. C'est ça. Mais, donc, c'est ça que je mentionnais tantôt avec l'iceberg, c'est qu'il y a une partie de culture d'entreprise qui est à changer. Qui est une partie importante dans l'approche des choses. C'est une approche valeur versus plan. Et puis, c'est ça qui est important de comprendre. Puis, effectivement, c'est une problématique que beaucoup de managers vont être confrontés quand ils commencent à faire de l'agilité. Ils veulent pas, ils vont essayer de faire du waterfall dans l'agile parce qu'ils sont inconfortables avec le fait de « j'aurai pas tout ». Je vais continuer, tu vas avoir plus d'idées en continuant. Donc, ici, ça peut juste résumer, en fait, le processus Scrum. On a un carnet de produits qui représente toutes les fonctionnalités qui sont à faire pour le client. De ça, on va en dériver un sprint backlog, donc une partie, une fonctionnalité de ça qu'on va découper en tranches plus fines, qui va rentrer dans une itération, dans un sprint, qui sont généralement 2 à 4 semaines. Et puis de ça, on en sort quelque chose qui fonctionne. Donc, une fonctionnalité, un produit, ça peut être quelques fonctionnalités, mais de ça, on en sort quelque chose qui est utilisable. Peut-être qu'on va dire que ça va prendre 3-4 itérations avant d'en arriver à un produit qui est satisfaisant pour le client. Ça, c'est au client de définir, de voir qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Mais en théorie, chaque itération produit du shippable product, en théorie. Ici, c'est pour vous expliquer en fait le principe d'itératif et incrémental. C'est quelque chose qui est assez intéressant en fait. Souvent, on entend parler de, tu sais, les gens ne font pas nécessairement du waterfall, mais ils vont faire de l'incrémental. L'incrémental, ce que ça veut dire, c'est que tu as une vision de ton produit final suite au départ qui fait que tu vas faire des petits incréments à chaque sprint pour en arriver au bout avec ton tableau complet. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on te développe par petits morceaux pour en arriver à ça. Par contre, ton produit n'est pas utilisable avant, ici, par exemple, la 5e itération. En mode itératif, puis ça, c'est vraiment la méthode, justement, en agilité, en Scrum, c'est qu'on va dire, on fait le produit complet. Donc, au lieu d'en faire un petit morceau comme ça, on fait le tableau complet. Donc, ici, le tableau complet, on a fait un sketch du truc. C'est fonctionnel. Je suis capable de le prendre et de l'accrocher à mon mur. C'est peut-être pas exactement ce que je veux avoir, mais j'ai un portrait complet du truc, comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, je l'ai fait au complet, et puis je me rends compte que dans la deuxième itération, on voit qu'il y a un changement. En fait, il y avait la main dans la bouche. Donc, il y a eu un changement qui s'est produit ici entre la première et la deuxième itération pour corriger le tableau. Et puis après ça, en troisième itération, on a commencé à ajouter un jet de couleur. Quatrième itération, on a modifié le jet de couleur pour en arriver à la 5e itération qui est un tableau différent. Maintenant, le client, le fait qu'il soit capable de le voir à chaque sprint, à chaque itération de son produit, ben, si j'avais fait un livre à colorier, je serais peut-être arrêté ici. Parce que c'est suffisant pour mon livre à colorier. Maintenant, le client, il le regarde, puis si on parle d'Andy Warhol, ben, il arrêterait peut-être ici, parce que c'est les couleurs que lui aime de mettre sur les volants. Et alors, on devait ici, c'est rendu jusqu'à l'itération 5, puis un autre aurait peut-être itéré encore avec quelque chose d'autre. Mais à tous les cas, on était capable de voir le produit et d'évaluer si ça répond à mes besoins. Donc ça, c'est une force du Scrum d'agilité avec l'approche itérative. Donc, pour voir si vous ne dormez pas, j'ai fait quelques petites questions quiz. Quelques petites questions quiz. Donc, qui veut lire la question? Qui veut lire la question? All right. Allez. According to the Agile Manifesto, communications are best managed through Face-to-face communication. Qui dit face-to-face communication? face-to-face. Bingo! C'était pas très difficile, hein, mais c'était pour voir si vous êtes réveillés. On va commencer à parler, en fait, justement, on va rentrer plus dans la technique, de comment ça se produit. Donc, en Scrum, il y a 3 sphères principales. Donc, on parle des rituels, il y a différentes activités.
les artefacts en Scrum et puis les différents rôles. Donc, je vais passer rapidement à travers les différents morceaux pour vous donner au moins un aperçu, une idée de ce que c'est. Donc, on va commencer avec les artefacts. Les artefacts, les user stories. Donc, les spécifications en Scrum, en Agile, ils se trouvent à être remplacés par des user stories. C'est l'expression du besoin. Donc, comme je disais tantôt, on travaille beaucoup avec le client. Le client, à la base, a des besoins. Il n'y a pas des requirements, il y a des besoins. Donc, il y a le besoin d'avoir une page web avec un formulaire, il y a besoin de faire un paiement, il y a besoin de faire de la recherche, il y a besoin les besoins sont tous là. Donc, au début d'un projet, on va définir c'est quoi nos types d'usagers, de clients, d'utilisateurs. On va souvent dériver des personas. Donc, ce genre de personnes-là, on sait que quelqu'un qui fait du shopping, la madame entre 30 et 40 ans, elle a tel goût, qui vit à peu près dans tel quartier. Donc, as a shopper pour, je sais pas moi, des bijoux en ligne, I want to. Donc, ici, on définit l'action qui est à poser. Et puis, so that, donc, l'expected outcome. Donc, ici, on parle de vraiment le pourquoi on en arrive à faire cette action-là. Donc, ça, c'est la façon de définir ce qui va se passer dans le projet. Donc, on écrit des user stories. Donc, il y a un rôle dans l'équipe Scrum qui est responsable d'écrire ces choses-là. Donc, as a persona, I want to, so that. Et puis, à partir de ça, on va écrire des critères d'acceptation et puis on va injecter ça dans les sprints. C'est des petits morceaux pour que ça soit réalisable en dedans de 2 semaines. Et puis, on va s'arranger pour produire ça. Donc, c'est les user stories. Le backlog, c'est la liste de toutes les user stories qui sont à produire pour le produit au complet. Donc, on parle un peu de pyramide ici. Le sprint, donc, c'est des éléments plus fins, c'est des éléments qui peuvent être complétés et réalisés sur lesquels on a les informations nécessaires pour être faits à l'intérieur d'un sprint. On va avoir le niveau release où les éléments sont plus gros, peut-être un peu moins bien compris, moins bien définis, mais qui s'en viennent, qui poussent vers le haut, donc que l'équipe va travailler à mieux définir. Et puis, il y a des releases futures qui sont vraiment des gros blocs, qui seraient, par exemple, dans un projet informatique, faire de la recherche. OK, ben, faire de la recherche, c'est big. Ça, il va falloir diviser en un paquet d'user stories. Donc, on part de ça. Ça va devenir une catégorie, un épique, quelque chose qu'on va briser en petits morceaux, puis qu'on va ramener jusqu'en mode production. On va injecter après ça dans des sprints. Toujours sous forme de user stories. Le burn down chart. Donc, ça, une fois qu'on se met à faire des sprints, dans le sprint, on a des stories. Sous les stories, on met des tasks. Avec les tasks, la story, c'est le besoin utilisateur. Et puis, pour répondre aux besoins utilisateurs, l'équipe va définir des tâches que ces tâches-là vont être plus techniques. Donc, coder la base de données, faire de l'API, machin, blablabla. Donc, toutes les tâches techniques qui sont à faire pour réaliser le besoin vont être détaillées, puis ceux-là vont être en heures. Donc, on commence au début du sprint, on dit on a défini, mettons, 100 heures pour répondre aux besoins avec toutes les user stories au début des 2 semaines. On dit à la fin des 2 semaines, il faut qu'on ait brûlé les 100 heures. Donc, le principe, c'est qu'il faut que je suive la courbe pour savoir que mon sprint est en santé. Et puis donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, l'équipe travaille. Là, ici, on se rend compte qu'il brûle les heures plus rapidement. Oups, tout d'un coup, ici, on vient plus haut. Donc, on se rend compte qu'on brûle les heures moins rapidement. Donc, il y a peut-être un pépin, peut-être que les choses sont mal comprises, peut-être que, en tout cas, il faut trouver les raisons. Mais ça, comme le sprint avance, quand on voit que ça s'en va comme ça, ben, et ça continue de même, on s'en va dans le mur, on va échouer le sprint. Donc, ça demande des mesures correctives. Et puis ça nous permet de vraiment de visualiser, d'amener les correctifs rapidement pendant que le sprint se déroule. Donc, le burn down. Autre petite question. Qu'est-ce que vous en pensez? Red, dis-nous la question. Red. Moi? Ouais. Faut que tu lises. An excellent tool to visualize je suis bourré. An excellent tool to visualize the correlation between the amount of work remaining at any point in time and the progress of the project team.
Tu vas te faire pratiquer ton anglais. WBS, je sais pas ce que c'est. Sprint World Backlog, Gantt chart. Tu mérites ton salaire, toi. Non, on dit quoi? On dit quoi? Burn down? Le roi? Qui dit A? Ouais. Qui dit A? Qui dit B? C'est quoi ça? Qui dit C? Ah, c'est sprint. Ah, et qui dit D? J'espère que vous n'allez pas dire D quand même, Gantt chart. C'est en waterfall. En fait, c'est le burn down chart. C'est la sprint C'est que c'est backlog. planté. Pas vraiment. Ouais, c'est moi. On va regarder un peu les rôles. Donc, les rôles en Scrum. Le premier, le plus important, c'est le Product Owner. Le Product Owner, c'est une personne qui a un profil d'analyste. Ça peut être un ancien développeur, mais c'est une personne qui comprend bien le produit. Souvent, c'est une personne qui va venir un peu plus du groupe marketing ou analyse d'affaires, ou qui vraiment a une bonne compréhension du produit, qui peut le voir, qui peut l'imaginer, qui va en découper les morceaux justement pour en écrire les stories. Donc, le Product Owner, c'est lui qui a la vision, c'est lui qui écrit les stories, puis c'est lui qui fait les décisions de priorisation des différents morceaux dans le backlog. Donc, c'est un rôle qui est quand même assez important dans l'équipe, qui est assez crucial. Et puis, c'est le Product Owner qui a la responsabilité, comme il représente le client, le customer, c'est lui qui a la responsabilité de livrer la valeur. Donc, le business value, c'est vraiment sa responsabilité, c'est son objectif numéro un. Le Scrum Master, c'est un rôle de coordonnateur. C'est pas un chef de projet, c'est pas un décideur. C'est une personne qui est là pour faciliter, pour aider l'équipe. Donc, c'est vraiment la personne qui va aider à enlever toutes les embûches pour l'équipe, pour le product owner, pour tout le monde, pour s'assurer qu'on est capable de respecter notre échéancier de 2 semaines. Ça va quand même assez vite. Donc, souvent, il y a des embûches, puis c'est le Scrum Master qui est facile dans le cas. Donc, supporter le PO, faciliter tous les rituels qui se passent, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Des fois, quelquefois, souvent, on va coacher l'équipe de développement, puis il va être un évangéliste pour l'organisation. Donc, on parlait tantôt, changement de culture, ben, c'est le Scrum Master qui va travailler fort à expliquer aux gestionnaires qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que les développeurs font. C'est vraiment son rôle de porter la vision et de supporter son équipe. Et puis, le dernier rôle, en fait, Team Members. Team Members, c'est tous les équipiers qui font partie du projet, toutes professions confondues, développeurs, testeurs, intégrateurs, architectes, analystes, DBA, sont des Team Members et dans l'idéal, vont se partager le maximum de tâches. Donc, le développeur va tester, va faire du SQL, va organiser autant que possible les tâches du projet. Et puis, en fait, peut-être mentionner que l'équipe est multidisciplinaire, comme je viens de dire, mais en fait, elle est auto-organisée aussi. Donc, quand on commence le sprint, il y a toutes les stories qui ont été priorisées, mais après ça, quand l'équipe prend ça en main, c'est l'équipe qui décide qui fait quoi, quand, comment. Il n'y a pas de chef de projet qui vient dire, toi, tu prends tâche A, toi, tu prends B, toi, tu prends C. Non, l'équipe va s'échanger les tâches en fonction de ce qui est le plus optimal pour l'équipe. Who is responsible to ensure that the high priority needs are developed first? Project manager, product owner, and user software team. Product owner, qui dit B? La majorité, c'est ça. Je n'ai pas rendu très difficile dans mon jeu. Il faudrait que ça plus tough. Bon, on devrait boire plus. Mais je ne savais pas combien de consommation d'alcool il y allait avoir. Les rituels, donc le dernier des morceaux. Sprint planning, donc les 2 semaines dans un sprint, dans une itération, commence avec un sprint planning. Dans le sprint planning, toute l'équipe doit être présente, disponible à 100%, éliminer au maximum les distractions. C'est un événement qu'on appelle en Scrum time boxing, donc on définit 2 heures, ça ne dépasse pas 2 heures, il faut que ça rentre là-dedans, ou plus, des fois 3 heures, peu importe, là, mais en gros, ce n'est pas un événement qui va prendre 1 journée, 2 journées. On définit un nombre d'heures qui fonctionne bien pour l'équipe et il faut respecter ça.
Donc, l'équipe est disponible, le backlog a été priorisé par le product owner, les critères d'acceptation ont été définis, les user stories sont en ready, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'embûches, le matériel est clair, l'équipe peut le prendre et dire on va réaliser ça, on va être capable de le livrer à la fin du sprint. Et puis, dans cette réunion-là, en fait, l'équipe va essayer de mieux comprendre les user stories, va beaucoup discuter et challenger le product owner. Ouais, tu veux ça, mais as-tu pensé à tel autre truc? Peut-être qu'on aurait dû prioriser ça dans tel ordre parce que X, Y, Z. C'est le moment de faire ça, c'est le moment où ça va se passer. Donc, c'est un moment très interactif entre l'équipe de développement et le product owner pour s'assurer de vraiment faire ce qui est le mieux pour le produit. Le daily stand-up, donc ça, c'est la partie que souvent le monde connaît le mieux parce que même les entreprises qui ne sont pas du tout agiles, qui se disent agiles, font ça. Donc, ils se rencontrent le matin, ils disent on fait un daily stand-up de 15 minutes, mais qui dure 1 heure. Le principe, c'est 15 minutes parce qu'on fait ça debout, c'est inconfortable, c'est voulu que ce soit comme ça. Plus que 15 minutes, ça commence à avoir des fourmis dans les jambes, ça commence à être long, le sang. Donc, il faut respecter les 15 minutes. Le but, c'est pas de faire un status report, c'est pas de discuter de tous les problèmes de la compagnie, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis est-ce que j'ai des problèmes. C'est l'équipe qui fait ce statut-là entre elles, qui communique ça. Donc, moi, aujourd'hui, je suis en train de coder tel morceau, mais je suis pas sûr si je devrais utiliser classe, telle machin, telle autre. Là, il y a le développeur qui dit ah, ben moi, j'ai utilisé celle-là, on en reparlera après. Ah, c'est cool, merci, ça va me débloquer. Puis là, on continue. Donc, on fait le tour d'équipe, on regarde ça, ça dure 15 minutes. Tout le monde part au travail. Ceux qui ont des problèmes vont essayer de en discuter encore un petit peu après. Mais tout le monde est libéré. Ça permet d'avoir le face-to-face communication. C'est très, très, très efficace parce que ça mène une synergie et une cohésion au sein de l'équipe. Donc, c'est très positif comme événement, mais en même temps, il faut que ça soit 15 minutes. Aussitôt que ça dérape, c'est Scrum Master qui dit OK, on met ça au stationnement, puis on y revient après le stand-up. La démo de fin de sprint. Donc, la démo, on a fait notre sprint planning au départ, on a compris ce qu'on avait à développer, on a fait nos stand-up à tous les matins, ça a avancé, notre burn-down a descendu, on arrive à la fin, c'est le temps de montrer ce qu'on a fait. Donc, on organise une démo où on invite tout le monde, le plus de monde possible, les stakeholders, les boss, les autres divisions, les autres développeurs, et puis l'équipe présente ce qu'elle a réalisé. Donc, c'est les développeurs qui vont prendre en main la présentation. Donc, moi, j'ai travaillé un peu plus sur la story 3. Ben, celle-là, je vais la prendre, puis je vais en faire un petit démo. Bon, ben, moi, ma story, j'avais à présenter une recherche simple. Quand je tape tel mot, ben, ça me donne une liste de résultats triés, et puis j'en ai 10 par page. Donc, je vais faire ça. Je le montre, ça fonctionne bien. Maintenant, ça ne fait pas plus que ça, mais c'est ce qui était le cadre de ce que j'avais réalisé pour le sprint. Ça marche, les gens vont poser des questions. Est-ce que vous avez pensé au caractère accentué? Oh, non, on va prendre une note. Est-ce que vous avez fait ci, ça, ça? Hein? Donc, c'est un moment, en présentant, d'aller chercher du feedback, puis de voir vraiment si on rencontre les besoins du client. Puis si on se rend compte que justement, on ne les rencontre pas, bien, on a l'opportunité tout de suite de s'ajuster, d'injecter tout de suite peut-être des nouvelles stories ou de modifier les stories du prochain sprint qui est sur le point de commencer. Donc, c'est un peu la dynamique. Et puis, la dernière activité, c'est la rétrospective. Donc, dans la rétrospective, c'est là où l'équipe se rencontre et discute. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est un espèce de tableau, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, les points, les suggestions d'amélioration, les remerciements, on va prendre le temps, on va écrire ça sur les post-it, l'équipe partage. C'est un moment extrêmement précieux parce que c'est le moment où la pression descend, où on prend le temps de dire vraiment ce qui nous passe par la tête, et puis de ça, on en dérive nos objectifs d'amélioration pour le sprint suivant. Ça nous permet de nous améliorer, puis de réfléchir sur ce qu'on a bien fait, moins bien fait, puis vraiment essayer d'être meilleur. Donc, cette réunion-là est super importante. Ça fait partie des valeurs agiles. Le planning agile, en fait, donc j'ai fini avec les 3 grands domaines. Le planning agile, avec tous les rituels, les activités que vous venez de voir, en fait, ça permet de réduire les risques. Parce que souvent, la façon de prioriser les stories ou les tâches, ça va être de les ordonner quelque chose qui est risqué ou qu'on ne comprend pas bien ou qu'on a vraiment peut-être un potentiel point de rupture au niveau de la technologie. On va les prendre en premier parce qu'il y a un des dictons qui dit « fail, fail fast ».
Donc, si tu plantes en première itération, ben, ça te coûte pas mal moins cher que de planter 3 mois plus tard ou 1 an plus tard. Tu te rends compte que ça ne marche pas. Donc, on va essayer de frapper le plus rapidement tout ce qui est inconnu, ce qui est difficile, ce qui est potentiellement un risque à l'échec du projet. On va les prendre en premier. Donc, c'est une façon de mitiguer les risques. Et puis, le fait qu'on en parle souvent, à toutes les 2 semaines ou 3 semaines, selon le rythme des sprints, des itérations, ben, expose potential dark corner of the project, parce que comme on en parle, ben, on en vient sur des sujets qu'on n'aurait jamais peut-être même pensé parler. Donc, c'est très positif. Ça réduit l'incertitude. Donc, le plus grand risque dans un projet, c'est de développer le mauvais produit. Tu pars au début avec une idée, tu fais ça pendant 1 an, puis là tu le lances, tu es sûr que tu as le meilleur produit du monde, tu te rends compte qu'aucun de tes clients ne l'achète. Parce que tu pensais que tu avais une bonne idée, mais tu ne l'as jamais validée. Tu as développé pendant 1 an, puis ça ne marche pas. Pas parce que le code n'est pas bon, pas parce que le produit n'est pas bon, mais ça ne répond pas à une demande. Donc, tu as développé le mauvais produit. Donc, ça, le fait de le valider souvent, ça réduit l'incertitude, puis ça permet de développer le bon produit. Et puis, ben, en fait, ça l'aide aussi à supporter le decision-making process, qui est, en gros, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, d'y réfléchir souvent, et puis de voir, en fait, si notre produit performe, de le releaser plus rapidement sur le marché, puis voir qu'est-ce que ça nous donne en résultat. Dernière question. The team demonstrate what was completed during the sprint. Sprint retrospective, sprint backlog, sprint planning, sprint demo. Qu'est-ce que vous pensez? Retrospective. Démo? Ah non. Ah non, démo. Qui dit démo, D? Ouais, good, c'est celle-là. Bravo. I'm going back. Go, I got Toi, c'est combien de gars t'es rendu? it. Just Juste un? Non, c'est bon. Recap. Pourquoi qu'on fait de l'agile? Ben, c'est le time to market. On veut battre notre compétition. On veut être les plus rapides. Quand on a une bonne idée, on ne veut pas attendre 1 an que 2, 3 autres qui l'aient sorti avant nous. On va être les premiers. Donc, ça implique des fois qu'on va livrer un produit qui n'aurait peut-être pas toutes les bells and whistles qu'on voudrait avoir, mais qui marche, puis qui peut créer un buzz, puis que rapidement on peut améliorer. Et puis de façon itérative, on va l'améliorer. Puis de cette façon-là, justement, on a l'effet time to market. Ça évite de développer des fonctionnalités qui ne sont pas utiles. Il y a plein d'études de Gartner et machin là, qui montrent que souvent dans les projets, je pense que c'est 70% des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées dans les produits. Donc, le fait de travailler tout le temps sur les fonctionnalités qui sont les plus importantes, qui apportent de la valeur, mais quand tu commences à livrer ça, tu te rends compte que peut-être que les autres ne sont pas nécessaires, tu les développes pas. Fait que c'est pas parce que c'est dans un cahier des charges que c'est nécessaire de développer ces choses-là. En agile, ça les rend évidentes, des choses à ne pas développer. Puis le fait de ne pas les développer, mais tu sauves de l'argent. C'est aussi bête que ça. Et puis, on livre du logiciel fonctionnel régulièrement. Donc, c'est un avantage certain. Donc, justement, dans les avantages et inconvénients, dans les avantages, on livre du produit testé et fonctionnel à chaque sprint. Le process, il est simple. Maintenant, il n'est pas facile à appliquer. Ça demande beaucoup de rigueur, ça demande beaucoup d'organisation entre les personnes, beaucoup de communication entre les personnes, mais c'est un process qui est quand même simple. Il n'y a pas 1 million de gates et de machins à respecter. Les règles sont claires, bien définies. Il y a généralement une amélioration dans la productivité de tout le monde, sans nécessairement faire plus d'heures. Ça amène à une meilleure organisation personnelle. Toutes les équipes ont des responsabilités claires et puis ça améliore de beaucoup la communication dans les équipes et dans l'organisation. Donc ça, c'est vraiment des critères qui sont documentés comme quoi c'est des effets perceptibles partout dans les organisations. Les difficultés, en fait, les difficultés, c'est que c'est beaucoup de changements. Change. C'est ce qui amène à déstabiliser plusieurs personnes. C'est le changement constant. Quand tu es habitué de faire la même chose depuis 5, 10, 15, 20 ans, du jour au lendemain, passer en agile, passer en scrum, ça peut faire mal. C'est déstabilisant. Ça rend aussi les éléments plus faibles de la chaîne très visibles.
S'il y a un développeur qui est moins bon et qui se l'est coulé douce pendant 5-10 ans, je parle développeur parce que je pense que c'est surtout des développeurs dans la salle ici, ça peut être un analyste, ça peut être n'importe qui. Mais le matin, quand on fait nos stand-up, ben moi j'ai travaillé sur ça. On avait dit que ça prenait 4 heures. Normalement, je le finis aujourd'hui. Le lendemain, c'est toujours à faire. Sur le lendemain, c'est toujours à faire. Oups. Là, est-ce que l'estimé n'était pas bon? Ça se peut que l'estimé n'était pas bon. Hein? On donne le bénéfice du doute. Mais souvent, tu vas trouver comme la personne, c'est un pattern qui se répète. Puis là, c'est l'équipe qui va dire hey, qu'est-ce que tu fais? C'est même pas le boss ou le chargé de projet ou le Scrum Master. C'est l'équipe va dire ça marche pas ton affaire, là. Tu sais? Donc, ça rend les maillons faibles très visibles très rapidement, le process. Donc, ça peut être inconfortable pour ça. C'est difficile de trouver un bon équilibre entre anticipation et adaptation. Donc, le fait de tout planifier à l'avance versus ne pas planifier du tout. Quand on rentre dans un sprint, si tu n'as pas planifié du tout, c'est généralement assez chaotique. Pour l'avoir déjà vécu, aucune planif d'avance. Il fait chaud la première semaine, puis souvent tu ne rencontres pas les objectifs. Versus trop planifié, là ça rend le process super lourd, puis là il faut planifier 2-3 sprints d'avance. Donc c'est important de trouver un équilibre qui est juste le bon pour l'équipe, qui permet de démarrer des sprints jour 1 avec du travail qui est compréhensible, que tout le monde peut jour 1 dire OK, je me lance, puis je produis quelque chose. Versus prendre une semaine à définir et comprendre les besoins. Puis en fait, comme on a parlé un peu tantôt, il n'y a pas de garantie au-delà du sprint en cours. Donc l'équipe, quand on fait le sprint planning, s'engage sur les 2 semaines, 3 semaines, peu importe le temps qui est défini pour le sprint. L'équipe s'engage. Après ça, pour le release, pour le produit, l'équipe ne s'engage pas parce qu'on va le réviser, ce produit-là, constamment. On dit qu'il va y avoir du changement. Donc comment est-ce que je peux m'engager sur quelque chose que je sais qu'il va changer? Par contre, le sprint, lui, il ne changera pas. Le sprint, on sait, une fois qu'il est parti, si le product owner ou n'importe qui d'autre veut le changer, ben on l'arrête puis on refait un sprint planning. Je parlais du iceberg au début, donc la partie visible, quand il y a une transition agile, souvent, c'est la partie des rôles, des outils, des processus va se trouver à bouger vers un autre environnement, si on peut dire. Donc ça, c'est la partie visible. Hein. On va mettre des stand-up le matin, on met un backlog, on met des user stories. Mais souvent, la partie culture en arrière, comme je vous disais, les valeurs agiles, c'est très difficile à inculquer, à implémenter. La communication, le fait de ne pas prendre d'engagement sur du long terme. Il y a toute la question des tabous, des langues, des choses comme ça. Souvent, la partie qui est non visible, c'est la partie qui va être difficile à faire avancer dans les entreprises. C'est souvent une des raisons de l'échec de l'agilité, c'est que tu mets plein de nouvelles affaires, mais en arrière, les gens ne suivent pas. Donc, c'est important de bien comprendre les valeurs agiles, ça peut être une très grande ou une petite organisation. Si tu n'as pas les valeurs agiles, ben, tu as des bonnes chances que justement ça ne suive pas, et que tout ton mécanisme, tes projets ne réussissent pas. Donc, c'est pas juste du software, c'est pas juste du développement, c'est pas juste des rôles, c'est pas juste des stand-up. C'est un état de pensée, un état d'être avant tout. Puis, ben en fait, j'ai terminé. En fait, en terminant, j'étais juste curieux parce que je sais que plusieurs travaillent à votre compte, ne sont pas nécessairement partis. C'est pour ça que Fred l'a demandé un peu tantôt. Je sais qu'il y en a qui travaillent peut-être isolés dans des coins. Je me suis dit, la première question que je vais avoir, c'est ouais, mais moi, je ne travaille pas avec une équipe, comment je fais pour faire du Scrum? J'ai comme anticipé cette question-là. J'ai pu voir qu'il y avait plusieurs qui étaient en entreprise. Mais tout je proposais, how do you see yourself working in a Scrum team? J'étais juste curieux de vous passer la parole et de vous entendre en parler. Ben, moi, je peux dire mon expérience, j'ai eu depuis 6 mois. Voilà. Depuis 6 mois, moi j'ai travaillé, on est une équipe je suis le seul développeur, il y a un project manager et quelqu'un qui s'occupe du QA. Donc, a priori, c'est vraiment pas une grosse équipe. On suit un peu les méthodes agiles, fait qu'on a effectivement des sprints, des itérations très courtes, en général 1 semaine. Et à la fin de chaque itération, on soumet au App Store un update. Et donc là,
la gestion des sprints, c'est vraiment par rapport au business et tout ça. Puis, on fait un meeting tous les jours. Ça va très vite, hein. Des fois c'est 5 minutes, c'est juste qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis de toute façon il y a juste moi à reporter quelque chose. Après si les autres ont du feedback à donner un petit peu, mais c'est souvent comme vous savez ça peut prendre tu veux ajouter une feature, ça prend 2, 3, 4 jours, une semaine, ça prend 3 jours. Pendant les 3 jours que je suis en train de faire la feature, j'ai rien à leur envoyer, à leur donner, et puis ils ne voient rien, et puis ça va vite. C'est quoi? Où est-ce que tu en es dans le projet? Ouais, ça avance, puis voilà. Mais c'est intéressant de voir des courtes itérations parce qu'on ajuste en fait le développement du produit. Donc c'est une app qui est sur l'App Store déjà, et puis en fait on améliore l'objectif, c'est améliorer les revenus de l'app. Et donc on fait des décisions de business par rapport à ça. On fait du A/B test. Fait que ça nous permet, quand on veut introduire une nouvelle feature, on la met pas complètement pour tout le monde. On met 50-50 puis on voit les résultats, puis en fonction de ça, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine itération. Donc le développement du produit, on ne sait pas, dans 2 semaines, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, même la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On a quelques idées de choses qu'on veut, on a une petite liste, même, on a un backlog de choses qu'on veut faire, mais on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire, parce qu'on attend de voir, par exemple, les stats de cette semaine, par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, par rapport à ce qu'on a soumis la semaine dernière, et puis en fonction de ça, on va s'adapter. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait on est vraiment une petite équipe, là c'est vraiment pas grand. Et finalement je trouve ça intéressant et puis je commence à éventuellement l'appliquer pour mes projets, même pour moi tout seul. C'est juste avoir un peu un sens de se dire je vais faire des tout petits cycles et puis à la fin de chaque cycle avoir quelque chose que je peux vraiment utiliser, que je peux tester. Et je trouve ça intéressant. Le Scrum, moi je l'applique même sur ma famille. Oh. J'ai Wow. même fait au bureau, j'ai fait un lunch and learn sur justement le planning agile. Puis j'ai montré une petite vidéo d'un TED Talk que j'ai vu il y a plusieurs années. Ça m'avait vraiment inspiré. Et puis, j'ai été travailler en Europe quelques années. Je suis revenu l'été dernier. Et puis, quand c'était, j'ai 2 petites filles. Quand c'était le temps de revenir au Québec, on a organisé tout notre retour au Québec en mode Scrum. On s'est fait un gros backlog, on avait plein de sujets, le mémoire était plein dans la chambre. Et puis on avait un panneau sur lequel toutes nos activités de la semaine avec les enfants, on faisait notre stand-up le matin, les filles bougeaient. Aujourd'hui, je sors les poubelles, on peut envoyer tel papier. Ça a marché là, mais d'une façon absolument phénoménale, incroyable. Les enfants étaient tellement